got me down again. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct pour ce nouveau Wake Up Your Audience, nouvel épisode de nos webinars qu'on organise de manière trimestrielle sur les différents phénomènes qui permettent d'engager son audience, les différentes opportunités pour les marques, comment tirer le maximum de valeur des réseaux sociaux et aller au-delà de la visibilité. Donc moi c'est Quentin, je dirige The Metrics Factory. Si vous êtes ici normalement, c'est que vous nous connaissez déjà. Mais petit rappel, on est spécialisé dans tout ce qui est analyse des réseaux sociaux. On accompagne une direction communication et marketing, donc les marques au sens large, dans la compréhension de leurs consommateurs, l'optimisation de leurs dispositifs social media et la mesure de performance, tout ce qui est post-test, suivi de performance et analyse des partenariats sportifs et e-sportifs. On va passer à peu près 1 heure ensemble. L'objectif, c'est que ça dure de 11h à midi. Et comme d'habitude, l'idée, essayer de vous donner le maximum de valeur dans un temps succinct, en 1 heure, l'équivalent d'une réunion, avec des invités prestigieux. Et aujourd'hui, on a un beau plateau. On a décidé de s'intéresser au sport aujourd'hui, puisque comme vous le savez tous, 2024 est une année très chargée sur le plan sportif, avec l'Euro de football qui va bientôt commencer dans quelques semaines. Mais aussi évidemment les Jeux cet été à Paris, et plus tard dans l'année le Vendée Globe, en plus des traditionnels Tour de France, Roland-Garros, etc. Donc énormément d'événements sportifs, beaucoup d'opportunités pour les marques, puisque comme vous le verrez et comme on en parlera, il y a un lien naturel entre le social media et le sport. C'est un vecteur d'engagement, c'est un sujet qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'en tant que marque, vous avez tout intérêt à capitaliser sur ces événements sportifs. Donc, programme du jour, une rapide introduction sur le sport et le social media, et pourquoi, avec des chiffres d'usage, pourquoi c'est une opportunité, et comment, en tant que marque, vous pouvez construire une stratégie pour en faire partie. Voilà, ce sera assez rapide, très vite, on laissera la parole à nos invités qu'on a le plaisir d'accueillir, et on commencera par Irène Bloch, qui est responsable sponsoring du Crédit Agricole, et qui vous parlera de la stratégie du sponsoring du Crédit Agricole. Puis nous aurons Benjamin Parot, qui est le directeur communication et marketing du RC Lens, qui vous expliquera comment le RC Lens a fait du social media un axe stratégique de développement. Et ensuite, nous aurons Lucie Audou, qui est responsable sponsoring de Corum l'épargne, et qui vous expliquera comment Corum a misé sur des partenariats avec des athlètes pour construire sa stratégie de partenariat. Donc super programme, restez attentifs, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, que vous soyez sur LinkedIn, sur YouTube ou sur Twitch. Au fil de la présentation, posez vos questions. On traitera toutes les questions à la fin dans une partie Q&A avec l'ensemble des invités. Mais si vous les posez pendant le live, on essaiera aussi de répondre au fil de l'eau. Et de toute façon, nous, ce sera collecté. Donc, merci à tous et c'est parti pour ce webinaire. Donc, avant de rentrer dans le détail, pourquoi vous parlez de sport et pourquoi nous, en tant que The Metrics Factory, on peut s'exprimer sur le sport? Plusieurs choses. Nous, comme vous le savez, on est avant tout des analystes, on est avant tout des experts de la data, ce qui fait que notre approche et notre vision du sport, comme tous les autres sujets, elle est hyper data-driven. Très concrètement, on va s'appuyer sur deux assets forts. C'est sur ces deux assets que la plupart des chiffres que je vais vous présenter et toute notre réflexion se base. Le premier, c'est qu'on a réalisé une étude sur un dataset de 4500 athlètes, donc qu'on a pris dans 20 disciplines différentes. Vous avez la liste des disciplines qui est affichée. Et surtout, on a pris toute leur présence social media, donc que ce soit Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok ou Twitch. On a regardé tous leurs espaces. On a pris volontairement des athlètes professionnels, des top célébrités, mais aussi des semi-professionnels dans des disciplines de niche, hommes et femmes, et dans différents pays pour avoir une vision exhaustive de qu'est-ce que la présence d'un athlète sur les réseaux sociaux, comment ils gèrent leur contenu, quelle performance ils génèrent et quelle place les marques occupent au sein de leur activité. Donc ça, c'est sur la partie athlète. Au-delà de ça, on a réalisé à peu près plus de 300 études dédiées sur des thématiques sponsoring et sport depuis 4-5 ans, basées sur notre technologie propriétaire qui nous permet notamment de faire de la reconnaissance visuelle. Et voilà, avec cette méthodologie-là, on a accompagné une 50aine de clients, que ce soit des marques, donc direction sponsoring, ou des détenteurs de droits, sur les problématiques de valorisation et visibilité des sponsors sur le social media.
Donc c'est ces deux actifs qui nous ont permis de construire notre réflexion et notamment ce que je m'apprête à vous présenter. Donc pourquoi sport et social media? C'est selon nous un combo gagnant. De manière assez simple, quelques chiffres pour illustrer. Vous avez 64% des jeunes qui aujourd'hui préfèrent suivre le sport sur les réseaux sociaux plutôt qu'à la télévision. C'est un chiffre qui est en hausse depuis ces dernières années, mais en gros aujourd'hui vous avez 2/3 des millennials et des plus jeunes qui se tournent avant tout sur le social media plutôt que la télévision qui était le canal historique du sport. Si on regarde aussi les chiffres de la dernière Coupe du Monde et qui sont partagés par la FIFA, la dernière Coupe du Monde de football, c'est 262 milliards de reach cumulé, donc on va dire de reach non dédoublonné, de visibilité générée sur les réseaux sociaux pour la FIFA. On est à 6 milliards d'engagements, donc c'est colossal. Très souvent, et si vous regardez les rapports des différents réseaux sociaux, Meta, TikTok ou YouTube, les plus gros événements et les plus gros temps forts de leur plateforme, quand est-ce que les gens se tournent vers les plateformes, consomment le plus de contenu et les partagent, c'est systématiquement lié à des événements sportifs. Donc ça va être vraiment des caisses de résonance des événements sportifs au-delà de la télé, etc. Et puis si on regarde un peu plus dans le détail, si on prend l'exemple d'Instagram, le contenu le plus liké de toute l'histoire d'Instagram, ça va pas faire plaisir pour nous Français, mais c'est Lionel Messi qui avait fait un post pour célébrer la victoire de l'Argentine à cette même Coupe du Monde dont je vous parlais. C'est un post qui a généré 75,4 millions de likes, c'est le post le plus liké de toute l'histoire d'Instagram. Et donc ça veut dire 75,4 millions de personnes uniques qui ont été likées et interagir avec ce contenu. Donc tout sujet confondu, quelle que soit la thématique, ça reste un contenu sportif le plus liké sur Instagram. Et pareil, si on regarde la personnalité la plus suivie sur Instagram, c'est aussi un footballeur, puisque c'est Cristiano Ronaldo, qui compte aujourd'hui 628 millions d'abonnés sur Instagram. Donc voilà, les deux meilleurs contenus, personnalité la plus suivie, les deux sont liés au sport. Donc vraiment un lien très fort comme je vous le disais. On avait fait une étude il y a quelques années pour voir de quoi on parle sur le web et les réseaux sociaux, quelles sont les thématiques les plus discutées. Et là aussi, ce qu'on avait observé, c'était que même en période électorale, même sur une période d'analyse où il y avait des élections, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, le sport était un des sujets les plus discutés, quasiment le premier sujet discuté, et devant même le divertissement, le jeu vidéo ou d'autres sujets de ce type. C'est vraiment un vecteur de discussion, un vecteur d'engagement naturel, encore une fois, sur le web et les réseaux sociaux. C'est un des sujets dont on parle le plus, toutes catégories confondues. Si je reviens sur le sujet des athlètes, ce qu'il faut voir sur les athlètes aujourd'hui, on va en reparler au fil du webinar, c'est que c'est vraiment des influenceurs comme les autres aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont une présence social media qui est développée et qui mettent au service des marques. Là, vous voyez un post de Neymar qui met en avant plusieurs marques. C'était une collaboration notamment avec le site Blaze, mais on peut apercevoir une canette de Red Bull et d'autres drinks. Ce post a généré 2,5 millions de likes. Donc là, pareil, c'est 2,5 millions d'utilisateurs qui ont été likés ce contenu, qui est en fait une collaboration entre une marque qui a rémunéré Neymar pour mettre en avant sa visibilité. Même chose pour Mbappé à droite avec là une vidéo de son sponsor Oakley. C'est une pub pour les lunettes, c'est un 30 secondes, un peu comme un spot publicitaire, diffusé sur le compte Instagram de Mbappé et qui a généré près de 15 millions de vues. Donc, vous le voyez ici, on est vraiment sur des collaborations comme on pourrait le voir avec des influenceurs, des créateurs de contenu classiques, sauf que là, ce sont des sportifs, mais qui capitalisent aussi sur leur audience social media et qui la monétisent. Chemin inverse, on voit aussi des influenceurs qui sont de plus en plus des athlètes comme les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des influenceurs qui percent parce que ils occupent une thématique sportive, voire des créateurs de contenu qui n'ont rien à voir avec le sport, mais qui créent des événements autour du sport. On en reparlera par la suite. Ici, je voulais prendre pour exemple Céline Dept, qui est une youtubeuse belge et qui en un an a établi l'exploit de rassembler 28 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc elle a créé sa chaîne il y a un an, en mai 2023, vous avez les stats qui sont affichés. Aujourd'hui, elle a 28 millions d'abonnés et elle a généré plus de 15 milliards de vues avec sa chaîne, une chaîne qui parle de football, où elle a fait des collaborations avec des athlètes, où on la voit jouer avec des footballeurs professionnels. Donc ici, c'est vraiment un exemple de la puissance des influenceurs sport et du lien, encore une fois, entre sport et social media. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, les chiffres sont importants, bien évidemment. La question que vous pouvez hyper légitimement vous poser, c'est qu'est-ce que je fais en tant que marque? Quelle opportunité je peux saisir? D'autant plus si vous n'êtes pas une marque liée au sport naturellement, si vous n'êtes pas un équipementier sportif ou autre.
comment vous pouvez faire pour profiter un peu de cette opportunité. Nous, on a identifié à ce sens plusieurs stratégies qui permettent en tant que marque de capitaliser sur le sport. Bien sûr, la première, c'est la plus naturelle, elle est assez obvious, c'est de faire du sponsoring. Donc, c'est de faire un partenariat, de payer pour vous adosser à une ligue, à un événement, à une équipe ou à un athlète. Ici, notre seul conseil, ou ce qu'on peut dire, c'est de voir le sponsoring de manière holistique, de ne pas se concentrer uniquement sur l'échange de contrepartie et le partenariat financier, je dirais. Bien sûr, il faut acheter les droits et s'adosser si vous décidez de vous associer à une équipe de football, par exemple. Mais en fait, c'est que une partie du travail. Ensuite, il y a tout ce qui est l'activation, donc faire parler de votre partenariat. On le verra dans les dispositifs tout à l'heure exposés par nos invités, mais très important de faire parler de votre partenariat, de créer des contenus, d'avoir un plan médiatique et autres pour relayer ce partenariat, tout ce qu'on va appeler l'activation. Ensuite, vous allez avoir toutes les retombées, toutes les RP, tout le bruit médiatique qui va être généré, que ce soit sur les médias traditionnels ou en ligne, et qui vous génère de la visibilité parce que vous êtes sponsor de cet événement, de cette équipe ou de cet athlète. Et enfin, et pas des moindres, tout ce qu'on appelle l'UGC, donc plutôt sur les réseaux sociaux, tous les contenus qui vont être générés par les utilisateurs et qui vont eux aussi vous permettre de générer de la visibilité. Donc ici, sur le sponsoring, on va parler de partenariat amplifié, avec encore une fois cette logique d'activation qui va vous permettre de maximiser le bruit médiatique et l'UGC, et donc d'avoir des performances conséquentes en tant que marque. La deuxième opportunité, c'est tout à l'inverse de ça, c'est de faire ce qu'on appelle l'embouche marketing, c'est-à-dire de parler d'un événement, s'adosser à un sportif ou s'adosser au sport, sans avoir au préalable acheté les droits, donc sans être sponsor officiel. Donc l'embouche marketing, évidemment, il faut faire très attention avec la réglementation. Tout n'est pas autorisé, vous n'avez pas le droit d'utiliser des logos, d'utiliser des images de sportifs, d'utiliser même les noms de certains événements si vous n'êtes pas sponsor. Donc l'idée de l'embouche, c'est de toujours jouer avec la limite, de s'en rapprocher au maximum. Ce qui est certain, c'est qu'il y a encore énormément de marques qui en font, et que pour ça, les réseaux sociaux sont un super territoire pour le faire, que ce soit en rebond sur l'actualité ou autre. Typiquement, sur la dernière Coupe du Monde de rugby, on a pu identifier de notre côté 195 marques qui ont fait de l'embouche sur Facebook et Instagram. Donc ce sont 195 marques qui ont fait de la publicité en plus, hein, donc des social ads sur Facebook et Instagram, en lien avec la Coupe du Monde de rugby, pendant la Coupe du Monde de rugby, mais sans être sponsor officiel. Donc ça existe, c'est faisable. Ici, il faut faire preuve de créativité, jouer avec la limite et surtout faire hyper attention à la réglementation. Troisième opportunité, c'est de s'adosser à un athlète. Donc ici, je le présente vraiment comme de l'influence. Tout à l'heure, on parlait de partenariat où vous allez accompagner l'athlète dans sa globalité. Ici, c'est plus pur social media, et c'est plutôt comme de la même manière que vous allez collaborer avec des influenceurs pour qu'ils génèrent un contenu sur leurs espaces ou autres. Vous pouvez le faire avec des sportifs. Il y a des sportifs aujourd'hui qui font de plus en plus de place à leurs sponsors. Typiquement, un Cristiano Ronaldo, vous allez avoir à peu près un post sur deux de son fil d'actualité qui va mettre en avant une marque, soit une de ses marques, soit une marque sponsor, et ça ne veut pas dire qu'il a des engagements au long terme, il va le faire de manière ponctuelle. Ici, la principale valeur ajoutée, et nous, ce qu'on a pu analyser sur justement le dataset de 4000 athlètes dont je vous parlais, c'est qu'il y a assez peu d'écart de performance entre un post de marque publié par un athlète et ses posts habituels. Et ça, encore une fois, c'est la valeur ajoutée du sport. Quand on regarde des créateurs de contenu, des influenceurs, en général, il y a quand même une baisse de performance quand ils font un contenu sponsorisé qui met en avant une marque par rapport à leur contenu habituel. Forcément, c'est plus publicitaire, même si c'est soigné. Et donc, très souvent, il y a une baisse de performance. C'est pas le cas pour les athlètes. Nous, on voit vraiment des performances à ISO, encore une fois, sur un énorme dataset. Quand ils publient au quotidien sur leur actualité et tout d'un coup, ils mettent en avant une marque, les performances restent identiques. Donc, très bonne opportunité pour les marques. Quatrième opportunité, ici, c'est plutôt de s'adosser à des créateurs de contenu. Je vous le disais tout à l'heure, les athlètes sont des influenceurs comme les autres et les influenceurs sont des athlètes comme les autres. On le voit, les créateurs de contenu ont de plus en plus un lien avec le sport. Ils vont de plus en plus chercher à organiser des événements et produire du contenu en lien avec le sport. Pour plusieurs raisons, soit parce que c'est des fans de sport déjà, et donc c'est dans l'ADN de leur ligne éditoriale, soit aussi par opportunité, parce que comme je vous le disais, c'est un hyper bon vecteur d'engagement. Le sport est mis en avant par les algorithmes des plateformes, donc faire des événements de ce type-là, c'est s'assurer une visibilité, un engagement fort. En tout cas, dans ces exemples-là, on peut penser au Eleven All-Star,
Donc c'était un match de football organisé par Amine, le créateur de contenu, entre des streamers français contre des streamers espagnols. C'était, il me semble, au Parc des Princes, donc ça avait vraiment une dimension sportive comme un match, sauf que créé par des créateurs et diffusé sur Twitch. Même chose niveau basket avec Domingo, qui a organisé un concours de 3 contre 3 avec Tony Parker l'année dernière. Le GP Explorer qu'on ne présente plus, mais qui est quand même un sport mécanique à la base, hein, une compétition sportive, ou l'échappée, ici aussi organisé chaque année par Domingo, où c'est une épreuve cycliste. Donc des événements comme ça, il y en a de plus en plus, en France et à l'étranger, très souvent en lien avec le sport, et qui reposent essentiellement sur des partenariats. Pour monétiser ces événements-là, les créateurs de contenu vont aller chercher des marques qui vont pouvoir s'adosser à la visibilité de l'événement et générer une visibilité record. Ça a été le cas pour le GP Explorer 2, on l'avait mis en avant. Grosse visibilité pour les marques sponsors. Cinquième stratégie, c'est de faire du brand content. En gros, de parler de sport. Bien sûr, ce sera beaucoup plus simple si vous êtes partenaire, si vous avez un axe de sponsoring. Vous allez pouvoir le décliner sur vos réseaux sociaux ou faire des contenus autour de cette prise de parole, mais vous pouvez aussi le faire dans d'autres cas. Ici, ce qu'on voit, nous, dans nos études, c'est qu'une marque qui parle de sport, qui va faire un contenu qui parle de sport, notamment si elle est sponsor, ça va générer 12 fois plus d'engagement que toutes ces autres prises de parole. Forcément, hein, c'est assez logique, mais si vous êtes une marque de grande consommation, de banque ou d'assurance, parler de sport, même si vous y incarnez votre marque, vos valeurs, va permettre de générer beaucoup plus d'engagement que si vous parlez de vos produits, de votre offre commerciale, de vos services, etc. Donc voilà, si on regarde tout secteur d'activité confondu, toute marque confondue, en moyenne, c'est 12 fois plus d'engagement quand vous parlez de sport en tant que marque que quand vous n'en parlez pas. Donc encore une fois, c'est pour ça que je parle de vecteur d'engagement. Il y a une vraie prime à parler de sport. Et l'opportunité numéro 6, c'est de faire plutôt de l'audience planning. Donc ici, c'est de l'achat média, tout simplement, mais malin, entre guillemets, et bien dimensionné. Comme je vous le disais, quand il y a un gros événement sportif comme une Coupe du Monde, les JO ou autre, la consommation médiatique va être en hausse. Il y a plus de gens qui vont regarder la télé, il y a plus de gens qui vont être aussi sur les réseaux sociaux et sur les inventaires digitaux. Il va y avoir aussi plus d'annonceurs. Donc forcément, les prix vont mécaniquement monter, hein, puisqu'il va y avoir une bataille pour ça. Mais en fait, les études montrent qu'il y a tellement plus d'audiences qui sont connectées que la baisse de coût n'est pas proportionnelle à l'audience que vous pouvez toucher. Donc en fait, même si c'est un peu plus cher que vos coûts habituels, l'audience que vous allez toucher va être tellement plus importante qu'en fait, en moyenne, ça va être moins cher que vos autres plans médias. Donc là, il y a une vraie stratégie d'achat à avoir pour saisir ces opportunités-là et se dire aussi qui est-ce que vous allez toucher. Est-ce que vous vous battez justement pour ces audiences qui vont toucher du sport et vous allez être en confrontation avec les autres annonceurs qui sont sponsors, ou est-ce que quand eux vont zig, vous allez zag et vous allez justement en profiter pour targeter des audiences qui ne regardent pas le sport, qui ne vont pas être sur ces canaux-là, pour ne pas être en compétition avec les sponsors classiques, mais vous capitalisez en fait sur l'augmentation de la consommation médiatique. Donc dans les deux cas, ça peut être des bons moments pour revoir vos plans médias, encore une fois en médias social, encore plus facile, mais aussi en médias traditionnels, pour capitaliser sur le gain d'attention qu'apportent les événements sportifs. Donc voilà pour ces 6 opportunités. Elles sont assez macro évidemment, mais on essaie d'en avoir pour le contenu, pour l'influence comme vous l'avez vu, le partenariat, l'achat média. La question que vous pourriez très légitimement vous poser à ce stade, c'est comment on fait? Quelle stratégie je choisis? Et surtout, comment je la décline, comment je la mets en place? Par où je commence? Quels vont être mes budgets? Et de manière très opérationnelle, comment je fais? On n'a pas le temps aujourd'hui d'adresser toutes ces questions, d'autant que, encore une fois, l'objectif, c'est de laisser la parole à nos invités. On organise cependant une masterclass pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet. C'est un format qu'on a fait déjà le trimestre passé sur le Earn Media, qui a très bien fonctionné, sur lequel on a eu des excellents retours. Donc on le refait. On organise le 23 mai à 9h30 dans nos locaux dans le 10e arrondissement. Une masterclass social media qui va creuser justement, on va détailler, rentrer dans le concret de ces mécaniques sportives. C'est gratuit, il y a uniquement 20 places, donc je vous invite à vous inscrire dès maintenant. La dernière fois, on a dû refuser des gens. Et on va rentrer dans le détail des mécaniques que j'ai présentées, mais aussi du dataset dont je vous ai parlé, les 4500 athlètes qu'on a pu constituer, plus toutes les missions qu'on a traquées, pour vous donner des insights les plus précis possibles, avoir un échange entre pairs sur votre stratégie et que vous puissiez repartir avec des éléments concrets pour votre stratégie sportive. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@themetricsfactory.com. On vous donnera toutes les informations pratiques et hâte de vous y retrouver si vous souhaitez participer.
Voilà pour moi pour cette introduction. On va pouvoir commencer avec notre première invitée, qui est donc Irène du Crédit Agricole. Bonjour Quentin, Bonjour salut à Irène, tous. ravi de te recevoir dans notre webinaire. Merci encore d'avoir accepté l'invitation, surtout qu'il me semble que l'activité côté Crédit Agricole est plutôt chargée cette année. Exact. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux justement, même si je pense que tout le monde les connaît, rappeler un peu les différents partenariats du Crédit Agricole et pourquoi vous avez choisi ces différentes disciplines? Oui, complètement. Alors en fait, avant de rentrer peut-être un peu plus dans le détail de ces partenariats, c'est important de savoir où est-ce qu'est positionné finalement le sponsoring sportif dans notre écosystème, parce qu'effectivement, on est une banque, donc c'est pas vraiment notre cœur business. Nous, au Crédit Agricole, le sponsoring sportif est vraiment au service de l'engagement sociétal de notre marque. On est vraiment engagé sur tous les terrains sociétaux en faveur du développement pour tous. Et on pense que par la promotion du sport et ses valeurs, on peut vraiment agir dans l'intérêt des gens et de la société. On a vraiment la conviction que, voilà, que le sport il a d'extraordinaires pouvoirs, que c'est évidemment un vecteur d'animation des territoires, mais aussi de cohésion sociale, d'inclusion sociale et de développement personnel. En fait, on a synthétisé un peu cette vision au travers voilà, d'une accroche, d'une phrase qui est le sport comme école de la vie et qui est porté par un ambassadeur qui était Diriner et qui incarne vraiment parfaitement cette vision. Ça, c'est vraiment pour un peu pitcher le décor. Nous, ça fait longtemps qu'on fait du sponsoring peut-être un peu moins traditionnel dans le sens où on évidemment qu'on cherche de la visibilité et on renie pas le fait d'avoir envie de voir nos logos sur les partenariats qu'on accompagne, mais c'est vrai que on est plutôt dans la recherche d'un sponsoring utile. On s'est toujours positionné plutôt sur du sport amateur versus uniquement soutenir les sports pro. Donc du coup, ça fait de nous un acteur majeur dans le sport français, mais on est un acteur plus discret qu'effectivement que les marques qui se positionnent sur du sport pro. Voilà, mais on a l'avantage d'être aligné davantage avec effectivement notre raison d'être. Donc si on va plus directement sur le sujet des sports qu'on accompagne, nous on a un groupe décentralisé, donc il y a le national et puis il y a 39 caisses régionales. Donc au national, on soutient des sports qui sont déployés sur tout le territoire, que sont le foot, enfin, à travers notre partenariat avec la FFF depuis 1974. Pourquoi le foot? En fait, c'est assez naturel. C'est le sport numéro un des Français et on est la banque numéro un aussi, on est la banque leader. Donc, tout ça, c'est assez naturel. On a une structure aussi qui se ressemble avec la FFF. On a un ancrage local très fort et eux aussi. Il y a l'universalité de ce sport, l'accès, c'est un sport accessible à tous. Enfin, c'est vraiment un sport qui nous ressemble en termes de la diversité, de la mixité, et puis le côté lien social aussi qui est très fort. On est partenaire également de France Judo, la Fédération française de judo. On est partenaire depuis 2013 et majeur depuis 2017. En fait, c'est pareil, c'est un sport qui est super, auquel on est très attaché voilà, pour les valeurs qu'il incarne, qu'il porte. Et c'est aussi auprès des territoires voilà, qui sont très actifs. Il y a beaucoup d'associations de judo partout sur le territoire et du coup, ça nous convient bien aussi. Et puis plus récemment, on est rentré dans l'e-sport, mais on y reviendra et on est partenaire de Team Vitality. Et en complément, du coup, on a nos caisses régionales qui, elles aussi, ont des dispositifs de sponsoring sportif. Et on accompagne comme ça 35 sports parce que quand vous êtes une caisse bretonne, c'est important de soutenir la voile. Quand vous êtes en Savoie, il faut vous faire du ski. Quand on est dans le sud-ouest, il faut faire du rugby. Et c'est vraiment la force de notre groupe. Voilà, d'être proche des gens et des territoires. Ok, donc du football, du judo, du e-sport et une trentaine de National. partenariats au niveau locaux, je crois. Exactement. Comment vous faites vivre cette galaxie de partenariats sur les réseaux sociaux? Alors, on a une stratégie assez globale finalement. On a effectivement des comptes dédiés. Donc, on a commencé par le foot, puisque ça fait très longtemps qu'on est dans le foot. On a d'abord ouvert un Facebook,
puis un Twitter, et puis plus récemment un Instagram qui s'appelle On a tous un côté foot, côté foot. Et puis, quand on a lancé le sport comme école de la vie, on avait aussi envie d'avoir un espace pour s'exprimer et raconter la multiplicité de tous ces sports que les caisses régionales accompagnent. Et on a ouvert un second compte Instagram qui s'appelait à l'époque Sport comme école de la vie, c'est Sport école de vie. Et puis finalement, on s'est rendu compte que d'avoir deux comptes Instagram, un foot et un multisport, finalement, c'était quand même assez lourd à gérer. Et ça n'avait pas vraiment de sens. Donc, on a décidé de fusionner ces deux comptes pour avoir un seul et même compte qui s'appelle Créa École Côté Sport, enfin CA Côté Sport, et qui fait vraiment écho aussi à notre plateforme de marque, notre site vitrine, qui s'appelle CA Côté Sport aussi. Donc là, sur ces verticales sport, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'adresser une cible multisport qu'une verticale monosport, on va dire. On est beaucoup plus puissant quand on ne parle que d'un sport parce qu'on adresse une communauté forcément beaucoup plus engagée. Les chiffres sont assez parlants. Alors, évidemment, il n'y a pas l'ancienneté de ce qu'on a sur le foot, mais 30 000 sur notre page multisport. Donc, c'est quand même assez flagrant et on se rend compte que même sur cette page multisport, ce qui engage le plus, ce sont les contenus foot. Donc, ça a vraiment un reflet avec ce que tu disais, notamment sur ce qui était plus liké. Enfin, le foot est ultra porteur, ça, c'est une réalité. Et nous, ça nous va bien, quoi. Et après, on s'appuie aussi sur des athlètes, comme tu l'as évoqué. Les caisses régionales aussi en soutiennent. Évidemment, Teddy Riner est un atout, mais c'est vrai que nous, Teddy Riner, on l'a jamais, entre guillemets, utilisé à ce titre-là. On lui a jamais fait porter de produit. On est vraiment sur les valeurs. Donc, il nous a beaucoup apporté en visibilité, néanmoins, pour porter cette vision, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, juste pour conclure là-dessus, c'est que la perception sur ces réseaux est 100% positive versus ce qu'on peut avoir sur nos autres comptes Crédit Agricole, où on a aussi des contenus sport, mais on a aussi d'autres contenus et ces contenus sont parfois, on a parfois des commentaires un peu négatifs, etc., comme toutes les marques. On n'en a pas sur nos verticales sport, en fait. Et ça, c'est assez flagrant. Comme si les communautés sport étaient naturellement plus bienveillantes que le reste des communautés. Voilà. Ouais, ça fait souvent le sponsoring, notamment pour les banques, ça fait un peu un bouclier entre guillemets contre. On sait pas. Enfin, c'est pas forcément ce qu'on cherche, mais en tout cas, on est content de ça. C'est vrai que par exemple, on a sur Twitter aujourd'hui, 100% de nos communications sont sur le sport, le e-sport principalement, mais aussi le foot et le judo. Et parce que voilà, aujourd'hui X est une plateforme un peu difficile puisque peu modérée et on n'a pas de soucis sur cette plateforme quand on s'exprime sur le sport ou l'e-sport. Ok, justement le e-sport, parlons-en. Donc vous êtes partenaire de Team Vitality, oui. Et dans ce cadre, vous avez ouvert un serveur Discord. Exactement. Suffisamment rare pour être souligné pour une marque, je pense. Et voilà, comme tu parlais de conversation, c'est aussi une plateforme sur laquelle il y a énormément de conversations. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi, comment et quel usage vous en avez Bien sûr. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est Discord, peut-être en un mot, parce que moi, je n'étais pas forcément ultra familière au moment où on a lancé le sujet. C'est une plateforme qui ressemble un peu au forum qu'on connaissait à l'époque. Ça a été créé en 2015 plutôt par des gamers en fait qui cherchaient à avoir de la conversation en même temps qu'ils jouaient. Et puis au moment du confinement, donc ça s'est très bien développé et ça a explosé complètement au moment du confinement. Et c'est sorti du simple cadre du gaming. Et aujourd'hui en France, on compte à peu près 7,6 millions d'utilisateurs mensuels, donc c'est vraiment colossal. La spécificité de Discord par rapport aux autres, c'est qu'en fait, c'est fermé.
Donc c'est pas une plateforme, c'est à cheval entre effectivement le forum et les réseaux sociaux. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que on peut pas être abonné à l'infini à plein de serveurs Discord. On ne peut, quand on est un utilisateur lambda, sauf si on paye, suivre seulement 100 serveurs. Ça veut dire que les gens qui décident de vous suivre, ils ne pourront pas en suivre d'autres au-delà de 100. Donc ça montre une forme d'engagement très important. Nous, quand on a décidé de rentrer dans l'e-sport, on a cherché une plateforme pour s'exprimer. Instagram, c'est pas la plateforme de l'e-sport, Facebook non plus, Twitter davantage, X, pardon, davantage, mais compliqué pour les raisons dont je vous parle. On peut pas y raconter du fond, on est vraiment plutôt sur d'actu chaude. Il y avait aussi la piste de Twitch, sauf que Twitch, c'est vraiment du média et du contenu, et il faut produire énormément de contenu, faire des lives, etc. C'est extrêmement lourd pour nous, marques. Et du coup, on s'est orienté vers Discord, et c'est vrai qu'on est assez novateur en ayant ouvert ce Discord. Aujourd'hui, on est assez content puisque en moins d'un an, on a dépassé les 10 000 abonnés sur ce serveur Discord. Donc, encore une fois, hein, tous ces gens qui sont chez nous ne peuvent pas être ailleurs, en tout cas au-delà de 100. Donc, quand on sait le nombre de comptes qu'on suit sur Instagram, finalement, ça peut aller très vite. Et on a c'est la plateforme de l'engagement, de la conversation. On fait énormément de choses sur Discord. On fait des jeux, on fait de la co-construction, on monte des appels à projets. Enfin, c'est extrêmement riche. Et là aussi, pas de messages haineux, pas de détracteurs. Voilà, 100% du positif. Mais on a vraiment pris le temps, avant d'aller sur Discord, d'avoir des choses à raconter. Parce qu'en fait, il faut savoir, sur cette communauté gaming, et j'en finirai là-dessus, c'est une communauté qui est hyper ouverte, qui est pas du tout dans le rejet des marques non endémiques, à condition qu'on leur soit utile et qu'on ne soit pas opportuniste quand on s'adresse à eux. C'est une marque, évidemment, des gamers sont très jeunes, donc ils connaissent la nécessité du sponsoring, l'intérêt que les streamers, par exemple, ont de s'associer avec des marques. Donc, ils ne sont pas gênés par ça, mais il faut que ce soit utile. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire via Discord, leur apporter de l'expérience. Ouais, Voilà. ok. Ouais, donc hyper engagé, mais du coup, besoin de clarté, transparence, pour pas les brusquer, entre guillemets, quoi, les gamers. J'ai une dernière question, Exactement. justement. Tu l'as mentionné plusieurs fois, vous êtes sponsor du football français, donc de la FFF, depuis 50 ans. Il me semble même que vous êtes en une de l'équipe aujourd'hui, j'ai cru voir ça ce matin. Exactement. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le partenariat, tu en as parlé, mais peut-être sur les prochaines activations, comment vous allez faire vivre ces 50 ans dans les prochains mois, prochaines années? Oui, ça fait 50 ans cette année, donc évidemment, c'est une grosse année pour nous. On a mis all-in sur le foot parce qu'on est très fiers de notre histoire aux côtés du foot français. On s'est rendu compte au fur et à mesure des années, et c'est vrai que ça s'est accéléré post-Covid, qu'on faisait de moins en moins d'activation de terrain pour davantage d'activation digitale, notamment sur les réseaux sociaux. Et pour ces 50 ans, on a décidé de revenir un peu sur de l'activation de terrain pour être aussi au plus près des supporters, mais de continuer à développer énormément le digital avec du brand content, des live matchs, évidemment des jeux, des opérations money can buy qu'on offre à nos communautés. Et puis, comme tu l'as dit, là, une opération qu'on a montée avec l'équipe, qui est une web série, voilà, et qui va vivre à la fois sur l'écosystème digital de l'équipe, sur leurs réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux, voilà, et puis un peu dans la presse. Ok, super, on a hâte de suivre tout ça. Irène, un grand merci pour ton intervention. On se retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses, mais on va partir du côté du RC Lens avec Benjamin maintenant. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Bonjour Benjamin, ça va? Ça va très bien, bienvenue à Lens, bienvenue à Avion précisément, à la Gaillette. Son ciel à peu près bleu aujourd'hui, donc ravi d'échanger avec vous. Super, nous aussi, ravis de t'avoir. En préambule, est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus sur la stratégie social média du RC Lens et sur comment elle a évolué ces dernières années? Bon, déjà, le premier point, on est sur un webinaire, on parle beaucoup de digital, on parle beaucoup du sujet qui nous anime, le numérique, le digital. Mais nous, avant tout, on a un club d'émotion, un club de ferveur, un club de passion. Et l'émotion, on la vit en vrai. Donc,
quand on va parler, moi, tout au long de ces quelques minutes de digital, des perspectives que cela offre, il faut surtout pas oublier de nous que on est un club extrêmement ancré dans son territoire et que ce qu'on aime aussi, c'est ressentir les émotions, les partager avec le plus grand nombre. Le digital permet d'amplifier tout ça, mais je voulais remettre un peu de réel au centre du débat en préambule. Après, voilà, sur la photographie du Racing Club de Lens sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on est à plus de 3 millions de suiveurs, ce qui représente une évolution de 43% par rapport à N-1. On est la 6e communauté en Ligue 1, donc on grappille des places, un peu comme l'équipe au classement au fil des saisons. On est le 4e surtout club en termes d'engagement. L'engagement, c'est pour nous le métrique qui est l'indicateur le plus important pour nous, parce que c'est celui qui montre notre capacité d'interaction, notre capacité à toucher les cœurs, à engager de la conversation, donc celui-là est important. Et enfin, sur TikTok, qui est le dernier média social sur lequel on s'est lancé, on est le 2e club qui compte le plus de vues sur les vidéos. Donc voilà, donc on connaît une croissance régulière, une croissance qui est portée par de l'organique. On n'a pas ou très peu recours au paid. Voilà un petit peu la photographie à cet instant du Racing Club de Lens sur les réseaux. Ouais, non, on voit déjà avec les chiffres et les positions que tu donnes que c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, je vais citer l'équipe qui a fait un article sur votre présence sur les réseaux sociaux et qui a titré « Art du buzz et créativité, le RC Lens se distingue en Ligue 1 par sa communication innovante ». Ça ressemble pas mal à des choses que tu as pu avoir dans des expériences passées, j'ai l'impression. Donc, quel est le secret ? Comment vous faites ? Comment tu fais ? Et est-ce que c'est forcément lié aussi à des résultats sportifs ? On le sait, le RC Lens, voilà, ces dernières saisons, il y a plutôt des très bons résultats. Donc, est-ce que c'est ça qui drive la performance social média ? Ou est-ce qu'il y a autre chose c'est quoi la recette secrète, en gros ? Bon, déjà, la meilleure stratégie marketing d'un club, c'est de gagner des matchs et d'avoir des résultats. Okay. Ça, je vous le garantis, on peut faire tout ce qu'on veut, mais ça, c'est déjà un ingrédient qui est un ingrédient extrêmement précieux et qui permet d'être un accélérateur. Ensuite, c'est tout ce que l'on va bâtir ensemble. Et nous, ici, le travail, il est éminemment collectif. Et je pense que, alors, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette, il y a juste un alignement et une connaissance de soi, une connaissance de notre positionnement. C'est vraiment la base de tout. En football, il y a Socrates, le frère de Rai, qui est une légende, mais si on se penche plus sur des principes philosophiques, il y a Socrate qui a dit « connais-toi toi-même ». Et ça, nous, la base, c'était de se connaître, de savoir qui on est précisément. Quel est vraiment notre ADN profond ? Qu'est-ce que l'on veut faire rayonner ? Parce qu'aujourd'hui, on peut créer du contenu et après osciller entre l'ultra décalé, l'ultra sérieux et avoir une tonalité qui est changeante. Nous, la base de tout, c'était de savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que l'on souhaite mettre en avant et derrière, tout ce qui en découle, quels sont les moyens, les actions qu'on va mettre. Après, c'est certain que sur ce qui est de la créativité, c'est qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ce métier, à agir déjà dans un club qui est un vrai club. On n'est pas dans une entreprise de football, le Racing Club de Lens. On est dans un club de football, avec tout ce que ça comporte en termes d'interaction humaine et en termes derrière de retranscription. On veut montrer, nous, en fait, avoir raconté de manière la plus naturelle qui soit ce qui est un club collectif tourné vers son environnement et qui prend le football sous un prisme de la compétition, parce qu'on veut s'élever, mais avec aussi beaucoup de plaisir et cette envie de challenger sans arrêt et d'aller chercher toujours, en dehors des sentiers battus, cette faim d'aller au-delà, en fait, et de se surpasser. Et c'est l'ADN ici de la région, le dépassement de soi, c'est aussi l'identité de jeu, et c'est ce qu'on essaye de faire rejaillir à un degré moindre sur les réseaux, en sachant que voilà, nous souvent, ce qui est intéressant, les réseaux sociaux et la communication a cela de magique que les résultats ne sont pas forcément à corréler aux moyens. Bien évidemment, si on dispose de plus de moyens, on peut avoir une stratégie plus globale et actionner des leviers plus importants. Mais nous, ce qui est fort, et ce qui est notre challenge et notre injonction paradoxale, souvent, c'est de faire d'une contrainte économique une opportunité de création. C'est toujours ça qui nous anime. Donc voilà, après, on essaye de faire rejaillir par des formats, mais on essaye d'avoir de la continuité pour être identifiable,
et surtout de faire rejaillir toujours ce collectif. Je prends pour exemple et aussi le monde réel. Je vous disais en préambule, je dis bon, il faut qu'on reste au réel. L'été dernier, quand on a annoncé toutes nos recrues, on a créé une série qui s'appelait le Mercatour. Où on emmenait une table et on faisait signer les joueurs au milieu des gens dans des cartes postales du Pas-de-Calais, dans des endroits un peu emblématiques. Le digital était le relais, en fait, était le canal, les réseaux sociaux était ce médiateur qui nous permettait de partager au plus grand nombre ce que l'on faisait, mais en étant connecté au réel et connecté à notre territoire. Donc, le rôle est de savoir, nous, jusqu'où on doit mettre le curseur en respectant l'histoire de ce grand club qui a été fondé en 1906 et en essayant d'optimiser sans arrêt et de mettre en lumière son positionnement. Ok, hyper intéressant. Justement, tu parles de grands clubs, d'historique, un peu de l'institution. Euh, J'imagine aussi évidemment que tu as d'autres canaux de communication, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Ça occupe quelle place aujourd'hui les réseaux sociaux dans l'ensemble de ta stratégie de communication? Est-ce qu'il y a des objectifs précis? Tu parlais d'engagement, d'émotion. Enfin, quel objectif et quelle place par rapport aux autres canaux? Non, mais bien sûr que nous, si on accorde beaucoup d'importance à l'engagement, naturellement, il va dans l'intérêt du club d'avoir une communauté de plus en plus large, parce qu'elle suggérera son pouvoir d'attractivité. Ça sera un indicateur parmi d'autres. Donc, naturellement que ce sont des éléments à prendre en compte, mais à côté de ça, on ne cherche pas à faire des grands mouvements, des grands coups de braquet pour aller par opportunisme chercher des cibles. On essaie plutôt d'avancer de manière empirique dans une construction raisonnée, en restant aussi, en considérant que les réseaux sociaux sont une strate aujourd'hui incontournable de notre société, qui permettent d'amplifier, de diffuser, d'être au contact le club, les joueurs, mais aussi nos partenaires, naturellement. Mais il va sans dire qu'on n'oublie pas non plus tout ce qui est autres outils et autres canaux, à commencer par notre site officiel. On a aussi une application, notre application qu'on a tournée de plus en plus sur une application tournée utilisateurs et visiteurs et fans à Bollard, donc avec la dématérialisation, les billets qui viennent. Donc c'est plus une application de service. C'était d'abord une application de contenu, mais maintenant on l'a fait bifurquer vers une application de service. Et le site officiel restant lui le vaisseau amiral de tous les contenus que l'on a à produire, qui permet d'avoir un contenu et d'avoir un lien continu, durable avec le club. Après voilà, chacun derrière, quand on rentre dans l'univers des médias sociaux, chacun répond à un objectif précis en fonction de sa typologie, en fonction de son audience. C'est certain que sur un média comme TikTok, qui favorise en plus la croissance organique, puisque c'est l'une des dernières niches sur lesquelles on peut se développer très 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 fortement. Nous, on est sur une tonalité extrêmement décalée qui s'adresse à une cible beaucoup plus jeune, et où on va prendre le parti d'un club qui sait s'amuser de lui, qui sait être dans l'amusement, mais tout en restant un club qui va essayer d'avoir une culture football forte, une culture populaire, mais une culture qui est propice au sourire. Et puis à l'inverse, on va avoir d'autres sur Instagram, on va être dans la traduction de ce qui est l'émotion même de vivre des rencontres à Bollard. Donc c'est pour ça qu'on met très 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 souvent nos supporters, qui sont la base, qui constitue le socle de notre identité, et aussi qu'on a fait le pari de fonctionner par ligne de 3 pour avoir une approche globale beaucoup plus esthétique et offrir une image d'un club avec une photographie beaucoup plus attractive et beaucoup plus conforme à ce qu'on est, qu'aller chercher des métriques et de l'audience sur du post posté de manière individuelle. Donc on est moins dans cette recherche absolue de quête d'audience. Ouais.
Ok. Tu parlais, enfin, une dernière question, du coup, tu parlais de pas saisir les opportunités ou pas être un peu décousu. En Mhm. même temps, je sais, pour vous suivre, que vous innovez beaucoup. Par exemple, là, je sais que vous êtes déjà sur Threads. Mhm. Est-ce que tu as un retour sur cette nouvelle plateforme? Et de manière plus globale, c'est quoi les nouveautés que vous testez actuellement ou celles que vous allez tester, les prochaines nouveautés, innovations social media? Alors, Threads, effectivement, répond. C'est la réponse déjà, Threads, de Meta à certaines dérives observées sur X. Mm. Donc nous, on affronte les sujets et on est aussi conscient que X n'est plus la plateforme qu'elle a été pendant des années, la plateforme conversationnelle et la plateforme dans laquelle on était à la fois aux confins d'une source d'information, mais aussi d'un levier de viralité important. Donc là-dessus, c'est plus une position expérimentale de voir comment Threads va évoluer. Donc on est en train de... Ce qui est assez rare dans notre approche. Dans notre approche, on aime bien quand on vient, par exemple, quand on est venu sur TikTok, on a pris 1 an pour comprendre Mm. quel était l'algorithme, comment ça fonctionnait, pourquoi on y vient, qu'est-ce qu'on va y faire, quel sera le rythme. On est venu vraiment avec un plan d'action et on avait même pris contact auprès des équipes de TikTok France. Là, sur Threads, on est plus en position d'attente, puisque là, on est quasiment plus dans de la tactique. On essaye de voir, d'anticiper. Après, sinon, demain, en fait, on n'est pas du tout présent sur WhatsApp. Et c'est le prochain levier sur lequel on continue de réfléchir. Et c'est le prochain réseau social, si tant est que ce en soit un, le prochain canal, on va dire, sur lequel on va aller. Ok, bah super. Hâte de vous retrouver sur WhatsApp bientôt. Benjamin, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était hyper clair. Reste avec nous. Il y aura le Q&A à la fin, mais on va tout de Ouais, suite je, passer la je parole. vois ça, mon regard, je regardais les questions qui tombaient en même temps, et donc, ouais, On va 100% les disponible. prendre après. D'abord, Ok. la place à Lucie, mais pas de souci, on va y répondre après. Et donc, notre troisième invité. Salut Lucie. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Lucie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rôle chez Quorum l'Épargne et surtout sur la stratégie de sponsoring que vous avez mis en place? Ouais. Pour commencer, déjà peut-être en 2 mots, dire qui on est, parce que je suis pas sûre que tout le monde nous connaisse en ligne. Donc Quorum l'Épargne, on est une entreprise française qui propose des produits d'épargne. Notre cœur de métier, ce sont les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Donc c'est de l'investissement immobilier, et on a également une assurance. Voilà pour le petit topo Quorum l'Épargne. Et nous, on s'est lancé dans le sponsoring en 2018 pour vraiment développer la notoriété de l'entreprise, parce que comme je l'ai dit, on n'est pas encore connu du grand public. Et une des stratégies qui a été identifiée en 2018, c'était le sponsoring sportif. Et on a commencé par la voile. Donc on a créé un projet assez propriétaire, identitaire. On s'est lancé dans la construction d'un IMOCA. Donc ce sont les bateaux qui participent au Vendée Globe, le tour du monde en solitaire. Et on a créé toute une équipe voile autour de ce bateau, autour de Nicolas Troussel, notre skipper. Et on a voilà, participé aux grandes courses. Ça a vraiment développé la notoriété de la marque. À fin 2022, après la Route du Rhum, on avait 25% des gens qui nous connaissaient grâce à la voile. Donc on a vraiment vu l'impact de ce sport qui, en fait, grâce au bateau où nos logos étaient vraiment partout sur les voiles, sur la coque, on a pu développer cette notoriété. Ça nous a permis de créer aussi énormément de contenu, parce qu'on avait accès à l'équipe qui était salariée Quorum l'Épargne. On avait un projet assez atypique dans la voile. Et donc, on a été engagé pendant 5 ans, jusqu'à septembre 2023, où en fait, on a décidé d'arrêter le projet parce que donc là, j'ai parlé des atouts, de l'aspect positif du projet qui a apporté à la marque, mais on a malheureusement eu d'avaries, de déboires sportifs, des dématages, voilà. Ça a commencé à nous coûter beaucoup d'argent, et le bateau était beaucoup au chantier. Et en septembre, on a eu un deuxième dématage, et on a décidé d'abandonner le projet parce qu'on s'y retrouvait plus entre notre image de performance qu'on donne avec nos produits, et finalement l'absence de performance sur ce projet voile.
mais on a voulu vraiment tout de suite rebondir. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être le rebond le plus rapide de l'histoire du sponsoring sportif. On a abandonné en septembre et en 2 mois, on s'est posé pour élaborer une nouvelle stratégie. Et en fait, ça a été un peu une concordance de choses qui ont fait qu'on a décidé de s'engager auprès d'athlètes. Parce qu'en fait, dans l'épargne, on conseille au quotidien à nos clients de se diversifier. Et dans la voile, on a fait tout le contraire. On a choisi un sport, en plus un sport risqué. Donc là, on s'est dit, voilà, on va accompagner des athlètes, remettre l'humain au centre. Donc aujourd'hui, on accompagne 21 athlètes. On a 6 ambassadeurs en contrat de sponsoring sportif. De disciplines vraiment variées. On a François Daen, ultra trailer, Victor Martins, qui est un pilote de Formule 2. On a Arthur Fils, tennisman de 19 ans, future pépite française, on l'espère. Et on a également 3 femmes, Romane Dico en judo, Sarah Balzer en escrime et Solène Piré en para-escalade. Voilà, je ne vais pas citer les 21, mais on a vraiment ces 6 athlètes ambassadeurs qui sont on va dire, égérie de la marque. Et ensuite, on a voulu aller plus loin dans le support des athlètes avec une convention de mécénat avec l'Agence nationale du sport. Qui en fait, je ne sais pas si tout le monde connaît l'Agence nationale du sport, elle agit en fait pour la performance du sport français, aller chercher des médailles au JO de Paris. Et on accompagne 15 athlètes qui sont monitorés par l'Agence nationale du sport. Et le but de cet accompagnement, c'était vraiment d'aller aider des athlètes qui ont besoin de financement, parce qu'il y a énormément d'athlètes qui sont en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui, alors qu'ils performent, ils gagnent des médailles aux championnats du monde, et ils ont besoin d'argent pour s'entraîner, payer leur préparateur mental, se déplacer sur les compétitions. Donc voilà, c'était le rôle qu'on avait envie d'avoir. Et on accompagne aussi les coachs. Ça, vraiment, ça nous tenait à cœur de pas seulement accompagner les athlètes, mais aussi les coachs qui font beaucoup la performance des athlètes également. Et donc, on accompagne le programme Plan Coach de l'Agence nationale du sport. Et concrètement, en fait, c'est 4 séminaires par an où ils se retrouvent pour des ateliers de travail, donner des clés pour amener leurs athlètes au meilleur niveau. Et nous, on accompagne l'organisation de tous ces séminaires. Ok, hyper complet comme présentation. Donc effectivement, virage, je dirais, à 360 ou 180 degrés, en tout cas, la voile aux athlètes. Là, ce qu'on voit, c'est une pluralité de partenariats entre les athlètes, la convention que tu présentais, le mécénat, etc. Donc ma question, c'est comment vous vous organisez ou comment vous faites pour que, in fine, ça génère quand même de la visibilité sur les réseaux sociaux pour Quorum l'épargne, qui j'imagine est un des objectifs. Tu le disais, vous avez fait de la voile pour la notoriété. Comment vous faites ou comment vous allez faire, en tout cas, avec ces différents partenariats d'athlètes pour que, à la fin, ça génère de la visibilité pour vous sur les réseaux sociaux? Ouais, donc avec cette diversification, forcément, on a essayé de choisir des athlètes qui étaient quand même assez présents sur les réseaux sociaux. On va pas se mentir, aujourd'hui, c'est aussi le nerf de la guerre. Ils sont plus uniquement que des sportifs, ils doivent aussi être des communicants. Donc on a sélectionné des sportifs qui avaient envie de communiquer sur les réseaux sociaux. On a certains sportifs qui ont des grosses communautés, d'autres beaucoup plus petites, et le but, c'est aussi de les développer avec eux. Et donc pour les retombées qu'on attend pour la marque et quel dispositif on met en place, déjà premièrement avec nos athlètes en sponsoring sportif, donc nos 6 ambassadeurs, on a de la présence logo sur leur tenue, donc on va avoir une visibilité assez naturelle. Si par exemple Arthur Fils poste une photo de lui dans un tournoi, comme on est présent sur sa manche, on va régulièrement être visible sur ses réseaux sociaux, et donc naturellement la marque va commencer à être présente dans l'esprit des followers d'Arthur Fils. Donc ça, c'est vraiment le classique, comme disait Irène au début, c'est présence logo sur les athlètes.
Ensuite, nous, comme un peu toutes les marques, on a quand même envie d'aller plus loin que juste un logo sur une tenue. Donc, le but, c'est de créer du contenu avec eux. Et je pense qu'il est important, c'est de vraiment co-construire les contenus avec les athlètes. Parce que si on arrive avec un contenu pensé par la marque qui ne correspond pas à l'athlète, qui ne va pas parler à son audience, en fait, on est tous perdants. C'est-à-dire que l'audience de l'athlète, elle va pas être réceptive. L'athlète va peut-être se prendre des commentaires négatifs. Et c'est négatif aussi pour la marque. Donc, nous, on essaye de vraiment co-construire nos contenus. Par exemple, Romane Dico, elle communique énormément sur ses réseaux sociaux, sur ses entraînements, etc., sa préparation. Donc, nous, on va aller faire une vidéo avec elle où elle va porter un t-shirt Quorum l'épargne et elle va s'entraîner, montrer à quel point elle s'entraîne pour sa performance au JO. Et là, la visibilité, elle est induite. On va plutôt s'associer à la performance, à la préparation. On peut aussi créer des contenus un peu plus identitaires, on va dire, par exemple avec Victor Martins, ou notre pilote de Formule 2, où on va aller dans les coulisses des Grands Prix avec Quorum l'épargne. Donc voilà, on essaye de co-construire tout ça, de s'adapter à l'audience des athlètes, de respecter la qualité de leur feed aussi, pour que eux ils aient envie de poster et qu'on ait des belles retombées pour la marque. Et donc ça, c'est pour la partie post sur les réseaux des athlètes. Et ensuite, bien évidemment, nous, on crée des contenus aussi pour nos réseaux sociaux. Donc là, on est reparti de zéro sur Instagram et TikTok. On a créé des comptes Quorum Sport en février. Donc, en tout juste 2 mois, on essaye de développer la communauté. Et là, ça va être vraiment l'importance de la médiatisation qui va entrer en jeu parce qu'on le constate depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est compliqué de développer sa communauté, d'avoir des nouveaux followers. Donc, nous, on essaye de médiatiser nos contenus pour aller toucher des nouvelles cibles et vraiment faire parler de la marque, diffuser nos valeurs à travers des campagnes très ciblées, très réfléchies. Tu parlais tout à l'heure de faire attention à sa planification d'audience. Nous, on travaille vraiment là-dessus avec notre agence média. Ok. Et donc co-construction et de vos espaces, des espaces des athlètes et après amplification avec le paid. On entend beaucoup parler de teams d'athlètes, forcément cette année. Je crois que j'ai vu un chiffre Sportsoir, je crois que c'est 76 teams d'athlètes, donc fait par des marques. Ça a été aussi beaucoup amplifié où il y a eu un effet JO, je pense. Dans votre cas, tu le disais, vous avez porté cette réflexion en fin d'année dernière. Quel a été le poids des Jeux Olympiques à Paris, des JO 2024 dans votre réflexion ? Nous, on a vraiment voulu penser au-delà des Jeux. Tu l'as dit, il y a énormément de teams d'athlètes qui se sont créés récemment. On voulait pas être la énième team d'athlètes. En plus, on a lancé le projet en février de cette année, donc on n'avait pas envie d'arriver sur le tard et de penser uniquement aux Jeux. Donc c'est vraiment un projet long terme. Et d'ailleurs, dans les athlètes qu'on a choisis, on a des athlètes qui pratiquent pas des sports olympiques, par exemple la Formule 2, l'ultra trail. Donc, on a un projet qui s'inscrit dans la durée. Les Jeux, forcément, on a voulu surfer sur la vague. Ça serait quand même un peu étrange de ne pas vouloir profiter de ce bel événement qui aura lieu cette année. Mais voilà, on essaye de aussi se décorréler, sachant que on n'est pas partenaire des Jeux. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette règle 40 en ligne, mais c'est une règle qui est très stricte sur la communication des non-partenaires des Jeux, sur les communications avec les athlètes, etc. Donc, on va essayer de communiquer sur les à côté et tourner du contenu en amont aussi des Jeux Olympiques pour pouvoir bénéficier de l'aura médiatique, mais aussi travailler l'après. Ok, donc les Jeux, mais pas que, quoi, si j'ai bien compris. C'est ça. Dernière question, on peut imaginer qu'un acteur comme Quorum l'épargne, vous êtes dans la finance et autres, tu as parlé tout à l'heure du coup aussi qu'il y a un partenariat voile, toute la démarche que vous avez eue. Donc j'imagine que vous allez suivre de près les performances et le ROI de vos partenariats, de vos nouveaux partenariats avec des athlètes. Comment vous allez faire justement pour évaluer les performances de ces différents partenariats et d'évaluer si l'impact est positif ou non ? En effet,
On fait pas du sponsoring sportif sans évaluer les retombées. Je l'ai dit en introduction, nous, notre objectif premier, c'est vraiment la notoriété de Quorum l'épargne. Donc, on fait des études de notoriété et d'image 3 fois par an. On interroge en fait un panel de 1000 personnes et on va aller monitorer en fait l'évolution de la notoriété de la marque en tant qu'acteur de l'épargne, mais aussi en tant qu'acteur du sport, enfin de présence dans le sport. Et on contrôle aussi l'image de marque, comment le sport et les partenariats avec les athlètes vont faire évoluer notre image de marque. Donc ça, c'est la première étude qu'on fait. On travaille aussi avec Kantar Media pour évaluer toutes les retombées télé, presse de Quorum l'épargne, autant en citation de Quorum l'épargne qu'en visibilité du logo dans les différentes publications. Et dernier point, on travaille avec vous, The Metrics Factory, pour monitorer tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et là, c'est vraiment l'impact de cette nouvelle stratégie. On va vraiment compter sur le earned media, sur toutes les discussions qui vont se créer autour des athlètes par les médias, leurs followers, par les événements, parce que comme on va être présent sur leur tenue, par exemple, il va y avoir beaucoup de photos qui vont sortir sur les réseaux sociaux où Quorum l'épargne sera présent. Et donc ça, c'est là où vous allez vraiment nous aider à avoir une image globale de toutes ces retombées et de toutes les conversations qui auront été créées autour de nos athlètes. Ok, très complet, très clair. Merci beaucoup Lucie et merci pour la mention de The Metrics. Et on va pouvoir passer au Q&A. Il y a eu pas mal de questions là pendant l'échange. Donc on va retrouver Benjamin et Irène et on va prendre quelques questions de l'audience dans le temps qui reste. Parfait. Donc merci à vous trois. Donc comme je disais, il y a eu pas mal de questions. Hop, elle apparaît ici. Bonjour, comment est structurée votre direction des partenariats? Vous avez une équipe siège pour les partenariats nationaux, judo, etc. Des équipes dans chaque région en charge des partenariats locaux. Quel est votre process? Donc c'est une question pour Irène. Si tu peux nous en dire un peu. Oui, alors effectivement, on est organisé exactement comme vous le décrivez, c'est-à-dire que on a une équipe dont j'ai la responsabilité au national, qui gère les 3 grands partenariats majeurs et qui anime aussi les caisses régionales, en tout cas qui les accompagne quand elles ont des besoins et des questions sur leurs partenariats locaux. Et donc chaque caisse régionale, qui sont des banques indépendantes, ont leur propre service de sponsoring et de communication et active en local. Et l'autre partie, c'était quel process est de décision. Process de c'est ça décision pour signer un partenariat au niveau local. C'est ce que tu étais en train d'expliquer. Comment. Alors, en fait, on a établi un outil diagnostic, en fait, une sorte de questions que les caisses régionales doivent se poser quand elles signent leur partenariat. Donc, effectivement, nous, vraiment à l'opposé de Quorum, on n'a pas de sujet de notoriété. C'est vraiment pas ce qu'on cherche quand on devient sponsor d'un événement, d'un athlète ou d'un club. Ce qu'on cherche, c'est à être vraiment dans l'utilité et à créer cette cohésion et cette animation des territoires. Et donc, c'est les questions qu'on demande au service. Voilà, c'est bien un outil de diagnostic, en fait, avec une série de questions, que ce soit en termes d'image, est-ce que les valeurs sont identiques avec les nôtres, que ce soit aussi quand même en termes de notoriété, est-ce qu'on peut raconter des choses, est-ce qu'il y aura un relais, même si par exemple il y a des activations sur du hockey sur gazon qui n'est pas le sport forcément le plus exposé, mais néanmoins voilà, on est partenaire notamment dans le nord de la France de certains clubs, donc il faut que ce soit utile, il faut que ce soit activable aussi, qu'on puisse faire des activations dessus, et puis c'est principalement ça, avec cet outil de diagnostic, qu'on peut choisir si on part avec ce partenaire ou pas. Ok. Ouais, très complet. Il y a une autre question plus pour Benjamin. Voilà, on la voit. En lien avec l'ancrage local très important pour le club dont tu as parlé, est-ce que tu as des éléments sur les personnes touchées sur les différents réseaux sociaux du RC Lens, et notamment de savoir s'il y a une majorité de personnes vivant dans la région, on va dire des locaux, ou s'il y a une forte communauté hors du territoire? Alors oui, effectivement, on traque au maximum les audiences. Effectivement, les Hauts-de-France, c'est la région qui constitue le principal pourvoyeur d'audience.
ce qui tend à prouver que malgré quelques petits voisins, le RC Lens se diffuse et arrive à être le club plébiscité dans la région. Ensuite, on constate de plus en plus une croissance à l'international, notamment en Afrique francophone subsaharienne. On sait que le club a une grande tradition au Sénégal, mais maintenant aussi en Côte d'Ivoire. Il y a eu Seko Fofana, il y a eu des joueurs de ce type qui ont vraiment Serge Aurier par le passé. Et donc on se rend compte, et d'ailleurs je ne l'ai pas expliqué, mais un pan de notre stratégie aussi, c'est parfois de géolocaliser certains postes. Notamment là on le fait en Amérique du Sud, autour d'un de nos joueurs argentins, et on l'a fait pas mal en Pologne, de par l'histoire commune qui nous unit et par le fait qu'il y ait des joueurs, et notamment Frankowski chez nous qui est polonais. Voilà, donc oui, les Hauts-de-France constituent une région, le principal pourvoyeur d'audience, mais ça tend à baisser puisqu'on est de plus en plus scruté, notamment à l'international. Ok. RC Lens au Sénégal, je ne savais pas. Mais super. Je crois qu'on a une autre question. Alors, c'est pour Lucie. Alors, pardon, il y a une autre question pour Benjamin d'abord. Quel est le rapport du RC Lens à la plateforme Twitch? Certains clubs font-ils des lives sans images ou des partenariats avec des fans? Ouais. Est-ce que la plateforme fait partie de votre dispositif? Là aussi, Twitch, bon point soulevé. On est en réflexion depuis pas mal de temps. Ce qu'il y a, c'est qu'on considère qu'on n'a pas assez de contenu live à proposer pour venir sur Twitch aujourd'hui. Mais en se staffant un peu plus, en ayant notamment là une personne qui nous a rejoint dans le pôle vidéo, on aimerait à terme venir, mais on veut pas venir avec une promesse trop faible et d'avoir juste du contenu post-match parce qu'on considérait que c'est occuper l'espace et être déceptif par rapport à notre audience potentielle. Donc voilà, c'est pour cette raison. Mais bien sûr que c'est au cœur de nos réflexions. Et voilà, je pense que la question, la personne a de bonnes infos. Ok, super. Et donc pour Lucie, la question c'est plutôt sur la co-construction dont tu as parlé des contenus Quorum l'épargne avec vos athlètes. Comment vous faites concrètement? Est-ce que c'est des workshops avec eux? Est-ce que vous définissez des lignes guides pour chacun? Comment vous faites? Déjà, le point de départ, c'est vraiment de créer du lien avec les athlètes et de bien les connaître. Et on a vraiment une relation privilégiée avec chacun d'entre eux. On peut les appeler. Après, parfois, il y a des agents. Il y a vraiment plusieurs types de relations en fonction des athlètes, mais on les connaît tous très bien, on connaît leurs passions, on sait aussi ce qu'ils ont envie de faire sur leurs réseaux sociaux. Et donc, comment ça se passe concrètement? C'est des calls déjà en début de la relation pour cadrer un petit peu, connaître tout ce que je viens de dire, ce qu'ils ont envie de poster, comment ils ont envie de gérer leurs réseaux sociaux, leur appétence aussi pour les réseaux sociaux, parce qu'il y a certains athlètes qui n'ont pas du tout l'habitude des réseaux sociaux ou en tout cas de créer du contenu pour ces plateformes. Donc, on sait aussi les athlètes qu'on doit plus accompagner. Certains athlètes vont vouloir créer leur propre contenu, d'autres ils vont préférer qu'on crée le contenu avec eux, qu'on fasse la production et qu'ils aient juste à poster sur leur réseau. Donc, c'est vraiment des discussions régulières et aussi connaître leurs envies. Par exemple, Romane Dico, elle adore la couture. Elle se déplace partout avec sa machine à coudre. Et donc, à première vue, il y a zéro lien entre Quorum l'épargne et la couture. Et en fait, en discutant avec elle, on a pensé à un projet de couture qui, je ne peux pas encore vous en parler dans les détails, mais qui sortira dans les prochains mois. Et c'est en discutant en fait avec les athlètes qu'on pense à des contenus. Et si les athlètes se retrouvent dans ces contenus-là, en fait, leur audience se retrouvera aussi. Et c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment bénéfique pour les deux. Ok, donc pas mal de teasing entre la chaîne Twitch ou le canal WhatsApp du RC Lens, votre projet couture et les 50 ans du partenariat FFF de Crédit Agricole. Beaucoup d'activités et d'actualités à venir. C'est tout pour les questions. Il est temps de vous remercier. Un grand merci à vous trois de vous être prêtés au jeu, d'avoir apporté énormément de transparence et d'éléments et d'avoir répondu aux questions. Évidemment, tout le monde va suivre donc les actualités dont vous avez parlé. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. On a un peu débordé de l'heure, mais c'est pour encore
encore une fois essayer de donner le maximum de valeur. Et à très bientôt pour un nouveau sujet dans Wake Up Your Audience. Merci à tous. Merci. Merci.